YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le second point fondamental hebdomadaire de la chaîne. Avant de démarrer, je tenais à vous remercier concernant l'intérêt que vous avez porté à ma toute première vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vais essayer également de m'améliorer et de chapitrer la vidéo au moins en deux parties. Comme ça, vous avez la partie plutôt news éco du marché tradi et la seconde partie plutôt axée news crypto et data en tout genre. Comme ça, c'est plus simple pour vous de vous y retrouver. On démarre sans plus attendre avec le résultat des annonces des taux par la Banque centrale américaine avec notre cher Jérôme Powell. Donc comme c'était prévu, on n'a pas eu de changement, donc on n'a pas eu de surprise. Derrière, on a eu la conférence de presse qui était plutôt optimiste, d'où le fait que le marché ait changé temporairement les dates de pivot des taux qui arriveraient selon la bourse de Chicago à compter du mois de mars. Donc affaire à suivre, on sait que le marché s'emballe les fins un peu trop vite, ça risque de bouger dans les semaines à venir, il va falloir surveiller ça de près. Mais si on en reste là, le premier trimestre 2024 risque d'être assez chargé d'un point de vue fondamental. Pourquoi? Parce qu'on aura potentiellement l'approbation ou non des ETF Bitcoin Spot à compter du début du mois de janvier, suivi d'un potentiel pivot des taux au mois de mars, avec par la suite, donc au mois de mai normalement, le halving concernant BTC. Donc, va pas falloir trop dormir et va falloir vraiment rester concentré sur ce qui va se passer en début 2024 pour être honnête avec vous. Derrière, on avait l'inflation américaine qui a été annoncée. On n'a pas eu de surprise non plus. On a respecté les attentes à 3,1. Donc RAS de ce côté-là, uniquement l'inflation des services qui n'a pas bougé. Donc voilà, c'est à 5,5. Il va falloir surveiller ça dans les mois à venir. Mais voilà en quelques mots ce qui s'est dit durant la fin de semaine, tout simplement. On va pouvoir passer aux news de cette semaine qui vont nous intéresser. Donc pour lundi, rien d'intéressant, plutôt mardi 19 avec l'annonce des taux directeurs de la Banque centrale du Japon à 4 heures du matin, que ce sera dans la nuit. Donc c'est un peu particulier parce que le Japon a des taux négatifs depuis 2016, si je ne vous dis pas de bêtises. Effectivement, j'ai retrouvé le graphique. On a des rumeurs comme quoi le Japon pourrait changer un peu sa politique. Pourquoi? Parce qu'ils ont une inflation qui a du mal à être décroissante, donc on reste au-dessus des 3,3%. Et ce serait surtout pour soutenir leur monnaie locale qui est le yen. Donc je vous ai illustré sur TradingView un petit peu le yen, donc qui est le graphique avec les candles, et on voit que depuis un certain temps, même depuis 2020, on a un yen qui est clairement baissier. On commence à regagner un petit peu à la hausse ces derniers temps, mais on observe une belle décorrélation entre l'inflation et l'indice du yen. Vous allez comprendre pourquoi. Quand l'inflation est plutôt élevée, on est proche des bottoms sur l'indice du yen, et inversement, quand le yen est plutôt fort, c'est qu'on a une inflation qui est plutôt maîtrisée. Donc là, actuellement, on a une inflation assez forte, donc on a un yen qui est plutôt très faible. Donc le fait potentiellement de resserrer sa politique dans les mois à venir, avec des taux qui augmentent, pourrait faire descendre l'inflation et donc permettre au yen d'un petit peu de respirer et indirectement de mettre la pression à la baisse sur le dollar. Pourquoi? Parce que le dollar est indexé suivant 5 devises. Donc on a l'euro, on a le franc suisse, la livre sterling, la couronne suédoise et le yen japonais. Donc indirectement, si le yen se renforce, on va mettre la pression sur le dollar, à mon sens. Et si on met la pression sur le dollar à la baisse, on pourra potentiellement tirer profit sur les actifs et les actifs numériques parce qu'on sait qu'on est décorrélé négativement avec le dollar. Vous voyez un petit peu le chemin fondamental que j'essaie de faire pour vous faire comprendre à quoi peuvent servir ces données par rapport au marché crypto-monnaie. Donc voilà, au niveau des annonces sur le Japon. Donc je termine avec le Japon, mais on a le 19, donc l'annonce des taux, et on aura le 22, l'annonce de l'inflation, qui sera intéressante à suivre, même si c'est pas dans l'immédiat que le Japon risque de resserrer sa politique monétaire. On revient au 19 avec l'annonce de l'accord inflation finale du mois de novembre de la zone euro. Donc c'est quoi? C'est tout simplement un calcul d'inflation en excluant certaines composantes comme, j'y viens, comme en fait l'énergie, les denrées alimentaires, l'alcool et le tabac. Donc c'est plutôt une inflation de services entre guillemets qui a été annoncée à 3,6 d'après les pré-résultats. Si on confirme ce résultat-là, ce serait pas trop mal. Si on est même en dessous, c'est même mieux parce que ça encouragera à la hausse l'indice de l'euro. Et comme j'ai dit pour le Japon, ça pourra mettre un peu la pression à la baisse sur le dollar. Suivra à 14h30 l'annonce du nombre de permis de construire du côté US pour le mois de novembre. Donc ça n'a pas un énorme impact pour nous étant sur le marché crypto-monnaie. Mais c'est intéressant à regarder, vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'en fin 2022, on a eu un top de demande
à hauteur de 1,9 million environ. Et c'est également à ce moment-là où l'inflation américaine était la plus haute, autour des 8-9%. Donc la Fed a fait quoi? La Fed a augmenté ses taux directeurs de 0 à 5,5%. Grosse diminution des demandes de permis de construire parce que les gens ont perdu énormément en capacité d'emprunt à cause des taux. 2023, on est sur des taux plus ou moins à plat mais très hauts, donc on n'a pas une explosion des demandes. Là où il faudra pas s'inquiéter mais y regarder, c'est quand on aura de nouveau une explosion des demandes de permis. Ça voudra dire que les taux sont plus attractifs et plus bas. Et ça sera également un bon indicateur pour dire que la consommation reprend à mon avis. Donc voilà pour la journée du 19 décembre. La journée du 20 décembre, on aura l'indication concernant la confiance des consommateurs. Personnellement, je ne regarde pas énormément. Le 21 décembre, ça ne m'intéresse pas non plus. Plutôt rendu le 22 décembre, donc au vendredi, avec le corps PCE du côté US à 14h30, suivi du Michigan Consumer Sentimental final du mois de décembre à 16h. Donc ça risque de bouger avant la clôture de ce vendredi soir. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt le PCE Price Index. Et ça, c'est quoi? Donc, je vous ai trouvé une définition assez sympa. C'est un indicateur sur l'augmentation moyenne des prix pour l'ensemble de la consommation personnelle à l'intérieur à l'échelle des États-Unis. Donc, c'est assez barbare pour dire que c'est l'augmentation des prix ou non que nous on subit, donc en tant que consommateur, et c'est assez superposé avec l'inflation. Donc là, je vous ai superposé justement l'indice PCE qui est regardé par la Fed, savoir si les prix de la consommation augmentent ou pas, et en orange, l'inflation américaine. On voit qu'on est clairement en corrélation, donc on suit ces deux données-là. Donc si l'inflation décroît, on devrait avoir le PCE qui décroît, et c'est ce genre d'indicateur que la Fed regarde pour prendre ses décisions concernant les taux directeurs de la Banque centrale américaine. Voilà un petit peu pour les news économiques de cette semaine. On va passer à la seconde partie concernant les news crypto, peut-être qui vous intéresse un petit peu plus. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo plutôt axée news crypto et vous allez le voir, on a eu beaucoup de mouvements ces derniers jours, surtout au niveau de la haute sphère entre guillemets. Mais juste avant de continuer, je vais vous inciter à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu si ce genre de contenu vous plaît, et également à me faire part de vos remarques en commentaire ainsi que de toute information utile en fonction des sujets qui ont été abordés. On va démarrer par un article de Cryptos nous informant que la SEC refuse la pétition de Coinbase. Donc je m'explique, en 2022, Coinbase avait formulé une pétition destinée à la SEC visant à éclaircir les lois crypto-monnaies d'une manière générale, parce qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui si les cryptos sont considérés comme des securities ou non, et on a également beaucoup de flou juridique de manière générale autour de l'écosystème. Et à la grande surprise, le 15 décembre, on a eu un communiqué sur le site de la SEC par notre cher Gary, nous informant du refus de cette dernière avec 2-3 arguments un peu bateaux, comme quoi les règles et les lois étaient très claires, nettes et précises. Ça en a choqué plus d'un, dont 2 des 5 commissaires en interne qui nous ont fait part de leur désaccord avec cette décision et qui ont plutôt opté pour une approche logique en voulant réunir autour d'une table tous les acteurs majeurs de la crypto-monnaie ainsi que les régulateurs afin d'avoir des discussions constructives et de mettre en place des lois qui soient comprises et acceptées de tous dans, j'imagine également, l'intérêt de tout le monde. Dans la foulée, nous avons eu un communiqué de la part du directeur juridique et du CEO de Coinbase nous informant de leur saisie en justice de cette affaire pour connaître les tenants et les aboutissements de ce refus. Donc, affaire à suivre. Autre news concernant le fonds d'investissement Bitwise qui est également en lice pour l'approbation d'un ETF spot Bitcoin aux côtés de BlackRock, de Fidelity, de Galaxy Co et j'en passe, qui nous a mis à jour son site internet avec une phrase un petit peu narguante, donc ETF backed by crypto specialist. Donc c'est un petit peu le petit poussé qui nargue les gros parce que pour rappel Bitwise n'a quelques milliards d'actifs sous gestion. Donc c'est assez marrant. Et derrière, ils nous ont mis également une petite vidéo sur leur site internet et Twitter, nous montrant des gens au restaurant et au lieu de commander un burger, on a le droit à quelques crypto-monnaies que vous connaissez sûrement tous. Et sur Twitter, voilà le genre de choses qu'ils nous ont publiées. Où on voit des gens qui trinquent en faveur de Bitcoin. Donc ça pourrait lancer des hostilités en vue d'une guerre commerciale marketing entre tous ces fonds, en vue des potentielles approbations des ETF. Par la suite, nous avons BFM Crypto qui nous informe que FTX compte rembourser des milliards de dollars à ses clients. En effet, depuis quelques temps, la plateforme a eu l'autorisation de vendre un certain nombre d'actifs et depuis, on a quand même récupéré environ 8 milliards de dollars
contre 9 qui avait été réclamé par les créanciers, mais ça reste plutôt positif, donc à voir comment cela se traduira de manière concrète pour les clients. Malgré tout, il y aura quelques déconvenus, comme quoi les fonds devraient être retrouvés sous forme de monnaie fiat et à valeur figée lors de la faillite, donc c'est-à-dire avec un bitcoin à 16 000 $. Donc malheureusement, pas de plus-value, mais ce sera plutôt déjà ça de retrouver si les gens arrivent à se faire rembourser. On continue avec une news qui est passée un peu sous les radars ces derniers temps, mais le Salvador approuve l'émission des premières obligations en Bitcoin. Donc d'après Contribune, ça reste le pays un petit peu crash test aux yeux du reste du monde, hein. Pour rappel, en janvier puis en juin 2023, on avait eu des rapports publiés de la part du Japon sur l'utilisation de la blockchain et de la tokenisation des obligations du pays, qui avait plutôt été un succès. Là, on est sur de la tokenisation d'obligations sous forme de Bitcoin. Donc, le fait que le pays ait comme monnaie légale le BTC leur donne cette liberté d'exprimer des obligations en Bitcoin. Le projet s'appellera Obligation Volcano. Donc, ça reste un pas en avant pour l'écosystème et pour l'avenir, à mon sens, que je souhaitais vous parler. On attaque par un peu de graphique. Enfin, vous allez me dire, on est sur CryptoQuant avec la courbe en bleu qui représente les réserves de Bitcoin sur les plateformes centralisées comme Binance, Coinbase, Bybit et j'en passe, et la courbe en noir illustrant le cours du BTC. On a pas mal de choses intéressantes sur ce genre de graphique. On voit que sur le bottom des 16 000 jusqu'à la première poussée des 25 000, on était plutôt stable et à plat sur l'offre en circulation sur les plateformes centralisées parce qu'on était dans des périodes d'incertitude et de doute. Depuis, le cycle s'est accéléré également. Il y a eu beaucoup de FUD ces derniers temps sur Binance, sur potentiel FTX 2.0. Il y a eu beaucoup de choses sur Not Your Key, Not Your Crypto. Donc les gens ont fait quoi? Les gens ont holdé leurs tokens, se sont barrés sur des portefeuilles décentralisés, sur des MetaMask, des Ledger et j'en passe. Donc on a diminué l'offre en circulation dans le temps. Et ça a fait quoi comme effet? Ça a fait que le peu de gens qui rentrent sur le marché suffisent à faire bouger le cours du BTC parce que ces gens-là ne sont pas familiers avec tous ces univers de DeFi et de portefeuilles décentralisés. Ils ouvrent un Binance, ils mettent leur CB, ils achètent du Bitcoin et vu qu'on a de moins en moins de Bitcoin en circulation sur ces plateformes-là, forcément, on a un phénomène d'inversion qui est en train de se mettre en place et c'est plutôt positif parce que du coup, les gens dans le temps hold leur BTC. On supprime de plus en plus l'offre alors qu'on est censé avoir de plus en plus de demandes au fur et à mesure que le cycle se déroule. Donc voilà, c'était intéressant de vous en parler. Si en revanche, on trouve une accélération de Bitcoin qui rentre sur les plateformes centralisées, ce sera pour les vendre et ça voudra dire potentiellement méfiance sur le cours du BTC. On termine par les maps de liquidité sur CoinGlass pour un petit peu voir ce que pourrait nous faire BTC d'un point de vue graphique. On a des zones en surveillance autour des 40 500 avec environ 240 millions de liquidation d'effets de levier. Et pour les niveaux au nord, on serait sur des niveaux autour des 43 500 qui seront intéressants à surveiller. Donc à voir si on va d'abord aller chercher au sud puis au nord ou inversement. Mais ce qui est sûr, c'est que ces niveaux risquent de réagir, d'accord, avec des liquidations qui seraient assez importantes parce que pour rappel, si on regarde les dernières liquidations que nous avions eues, on était plutôt du côté des longs, donc avec une grosse présence encore de longs sur le marché. Un retracement plus bas avec un dernier check-up de liquidation des longs pourrait être intéressant avant de pouvoir repartir de manière plus sereine une fois on aurait rééquilibré la balance entre les longues et les shorts. Ça pourrait être assez sympa à mon avis. J'en ai terminé pour ce point fondamental hebdomadaire. J'espère que vous aurez apprécié ce contenu et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao YouTube.